Maurice Lefebvre. Lui-même. Ça va bien? Ah oui. La santé mentale, ça va bien? Oui. Et puis, la conciliation travail-famille, c'est correct? Tout est parfait. Tout est Comment ça parfait? pourrait être mieux? Ouais. Les heures supplémentaires, ça te rend heureux? Ben là, je veux dire, je vis pour ça. Tout est sous contrôle là, pour le lancement de notre produit. Oui. On est dans les temps. Il n'y aura pas de bug. Tout est dans le vert comme ça m'a été demandé. OK. T'as pensé à tout, là? La date va être respectée. Ah, il a pensé, il n'y a aucun trouble. OK. Est-ce que tu me bullshit des fois? Non. Maurice, est-ce que tu mens des fois? Ben oui, comme absolument fucking tout le monde en entreprise, on passe notre temps à compter des menteries. Aujourd'hui, on va parler de la culture du mensonge dans les entreprises. Je vous jure que c'est vrai. On va regarder un coup Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice, deux pirates qui ont la vilaine tendance de mettre carte sur table, ont l'habitude de recevoir des gros yeux quand ils disent les 4 vérités à quelqu'un. Sans gants blancs, mais avec leur sabre d'abordage, ils s'attaquent à la culture du mensonge en entreprise. Voici leur histoire. Tu sais, Maurice, on va se le dire, dans la vie, être honnête, c'est une maudite belle qualité. Ben, sauf en entreprise, parce que on n'a pas envie d'avoir de la vérité dans une entreprise. On a envie d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. C'est plus facile comme ça. Tu sais, il y a des entreprises que, eux autres, ils privilégient qu'on soit transparent et tout ça. Mais même dans ce temps-là, souvent, c'est très dangereux d'être honnête. Faut être transparent de la bonne façon. Oui, c'est ça. Montrer les bonnes choses. Tu sais, par exemple, est-ce qu'on doit dire la vérité en entrevue? Ha! Dans Voulez-vous la job? C'est ça. Dans notre revue de performance. Ha! Voulez-vous le bonus? Dans les estimés des projets. Ha! Voulez-vous vous faire dire, je veux exactement ça, mais dans la moitié du temps, go! Moi, j'allais dire, ah, la voulez-vous votre vie familiale? Il y a 24 heures dans une journée et tu me les dois toutes. Non, c'est ça. Tu sais, dans le fond, si on dit la vérité, à quel point on est screwed? C'est ça le problème, là. C'est ça le problème. On peut dire la vérité, mais ça va nous nuire à un moment donné. Fait que dans le fond, tu es en train de dire que le problème, est-ce que c'est notre incapacité à dire la vérité ou c'est notre incapacité à l'entendre? Les deux. C'est ça la discussion d'aujourd'hui. On va parler de diverses dimensions du travail. Et à quel point ça peut être dangereux de dire la vérité ou d'être honnête. Donc, essentiellement, on va parler de la culture du mensonge dans le recrutement. Pas tout le temps. C'est pas tout le temps partout, mais c'est là quand même. On va parler de la culture du mensonge dans la gestion. On va parler de la culture du mensonge envers nous-mêmes. Mais Maurice, je ne t'ai pas tout dit. J'ai menti par omission. On s'en va à une pause. Maurice, Olivier? en quoi c'est intéressant de devenir un membre, un pirate officiel? C'est intéressant parce que ça permet de faire partie d'une belle communauté de gens qui ont envie de faire changer des choses pour vrai. Pas juste en parler, mais agir. On a une communauté Discord dans laquelle nos membres interagissent. Ils ont des bonnes idées. Il y a du changement de monde qui se ramasse là-dessus. Oui, c'est aussi une superbe façon pour entrer en contact direct avec nous autres très facilement, puis de participer à nos discussions. Là. Le nombre de fois où on a juste mis nos états d'âme, puis où juste dire « Voici qu'est-ce qu'on a en tête, qu'est-ce que vous en pensez ». C'est une belle façon pour être impliqué puis influencer ce qu'on fait. Pour devenir membre, patreon.com/GoPirate Canada. Alors Maurice, t'as déjà recruté des gens, toi? Oui. Moi aussi. J'ai déjà passé des entrevues souvent. La question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on doit dire la vérité quand on nous pose une question? Parce que, comme tu as dit tantôt, la voulez-vous, la job? Tu sais, moi, j'aime ça quand les gens me répondent la vérité. Ça me donne une bonne idée à qui j'ai affaire. Puis ça me permet aussi de voir sur quoi je vais devoir travailler avec ces gens-là. Mais le seul problème, c'est que quand tu es de l'autre côté de la table, tu la veux, la job. Tu en as besoin. C'est pas toujours parce que c'est ta job idéale. Habituellement, quand tu mens dans une entrevue, c'est parce que tu commences à avoir sérieusement moins de choix. Hein? Il y a de la bouffe à mettre sur la table. Il y a une famille qui a faim puis qui attend après toi. Puis il faut que tu sois responsable et que tu te ramasses la première donnée de job qui passe. Ouais. On a tendance à toujours vouloir dire « faut aller vers l'emploi idéal pour nous, rester vrai à ses valeurs. » Mais admettons-le, les 3/4 du temps, quand on cherche un emploi, c'est par désespoir. Des petits exemples ici, Maurice, dans des formulaires pour application d'emploi que des gens m'ont raconté.
Et par exemple, pour un emploi où tu travaillerais avec la petite caisse, caissière ou caissier, la question, avez-vous déjà volé de l'argent d'une entreprise? Et si oui, en fait, non. Hein? Les autres choix de réponse, c'est oui, 1$ à 5$, ou 0 à 5$, ou 5 à 10, ou 10$ et plus. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui s'attend à ce que quelqu'un réponde oui? Puis quand une personne va répondre oui, elle s'attend-tu vraiment encore à avoir le job? C'est ça. Fait que c'est le genre de question qui va favoriser le mensonge. C'est un petit peu comme, en fait, les tests de personnalité. Ça, j'ai une couple d'exemples, j'en ai eu moi-même, certains. Puis je veux dire, qu'est-ce que ça génère, ça? C'est sûr qu'immédiatement, la première chose que, même si on te dit d'être honnête et transparent avec le test, la première fois que ça va générer, c'est qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Tout le temps. Pourtant, je veux dire, c'est pas super compliqué, hein? Tout le monde est un team player, tout le monde est prêt à faire de l'overtime, tout le monde comprend que l'entreprise, c'est sa vraie famille. C'est ça. Je vois pas où le problème. Tu sais, des fois, on va te demander qu'est-ce qui est le plus important pour toi, telle super belle valeur qui est super bonne à avoir en entreprise, ou telle autre super belle valeur qui est très importante à avoir en entreprise. Tu peux pas choisir les deux et tu peux pas répondre si ça dépend du contexte. Donc, c'est sûr que la personne, automatiquement, va se demander qu'est-ce que l'autre veut entendre. Et tu vas pas répondre la vérité, là. Et si tu le fais, good for you. À quel point ça met à risque ta chance d'avoir l'emploi. Ouais. Surtout si on te demande pas de te justifier par un formulaire. Puis il n'y a aucune discussion. C'est pas une question ouverte. Puis ça, quand tu as le choix entre deux excellentes réponses, en quelque part, tu peux toujours te dire je vais choisir celle en laquelle je crois vraiment. Mais quand tu as le choix entre 2, 3, 4 réponses, que la plupart sont pas nécessairement très bonnes, mais tu commences sérieusement à te douter que c'est ça qu'il faudrait que tu répondes, c'est là que le gros problème arrive. Ouais. Puis, il y a des questions qui vont générer automatiquement une envie de mentir parce que, honnêtement, même tu sais que la réponse que tu vas donner n'est pas bonne. Elle ne pourrait jamais l'être. Je donne un exemple. Pourquoi est-ce que tu veux travailler pour nous? Moi, j'aime bien le petit meme sur Internet où ce que le gars répond et c'est parce que j'ai développé une véritable passion à mettre du pain sur la table. La plupart des gens, ils veulent une job parce qu'il faut qu'ils mangent. Pourquoi est-ce que tu leur demandes d'inventer une histoire de storytelling, où ce qu'il faut qu'ils soient capables d'aligner leur application avec leur why? Pourquoi tu choisis notre entreprise plutôt que n'importe quelle autre? Hein? La vraie réponse que vous devriez dire, c'est parce que j'aime ça, avoir 17 questionnaires à faire en ligne, réécrire mon CV 14 fois. Je veux dire, j'ai regardé toutes les autres possibilités que j'avais en avant de moi, puis je me suis dit, wow, s'ils me demandent de refaire exactement le même travail, pointless aussi souvent que ça, avant que quiconque daigne me parler, ça doit vraiment être une place cool où travailler. Ouais, c'est ça. Puis la vraie réponse, c'est pourquoi vous, plutôt que n'importe quelle autre entreprise? Parce que vous avez accepté de me rencontrer en entrevue à un moment donné. Mais oui, quand vous partez d'une position de force, vous êtes encore employé, vous vous demandez j'aimerais améliorer mon sort, puis là, vous commencez à magasiner pour trouver la meilleure entreprise pour vous. Là, vous pouvez le dire, écoute, je magasine pour voir si l'herbe est plus verte de ce côté-ci. Ce qui indique clairement à la personne en avant de vous, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal. Un sale mercenaire. Mais dans toutes les autres situations, vous êtes quelqu'un qui n'a pas le choix. C'est sûr que, mentons-nous pas, la personne assise en face de vous est tout à fait consciente que ça, puis elle va baser sa négociation de votre salaire sur ça. Si vous êtes désespéré ou vous sonnez désespéré, ils vont vous offrir beaucoup moins d'argent que si vous ne l'êtes pas. Mais si vous ne l'êtes pas, là, la grosse question, c'est vont-ils être loyaux à nous autres? Ils vont essayer de faire un autre saut avec une autre augmentation plus loin. Une autre question d'entrevue, Maurice, qui va générer de la bullshit. C'est quoi le trou dans ton CV? Bon, il y a des réponses qui c'est des bonnes réponses. J'ai eu un enfant. Je me suis consacré pendant 1 an et demi à mon OnlyFans. Je me suis consacré pendant 1 an et demi à ma propre entreprise. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Mais, tu sais, si c'est... j'ai perdu ma job, puis ça m'a pris 3 mois à trouver un autre. J'ai travaillé dans un dépanneur pendant 6 mois plutôt que dans un poste de direction parce que j'avais juste faim. Oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, les autres n'ont pas voulu t'embaucher pour qu'on t'embaucherait. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mais tu veux pas prendre la chance que quelqu'un pense comme ça. Fait que tu vas ficeler une belle histoire.
Si vous voulez un truc pour celle-là, c'est super facile. Vous avez signé des NDA, puis vous ne pouvez pas parler de cet emploi-là. C'est un contre-cours. Puis... Oui, vous avez signé une clause de non-divulgation. Ouais, on ne peut pas parler de ça. Pendant au moins 5 ans. Génial, j'adore ça. Pourquoi tu as quitté ton dernier emploi? Puis la vraie réponse, ben, parce que mon patron, c'était un emmerdeur. Tu peux pas dire ça. Hein? Puis, oui. Tiens, Maurice, comment ça se fait que tes 3 derniers jobs, t'es resté juste 1 an? Est-ce que tu vas rester 1 an avec nous? Ben, j'ai déjà répondu. La vraie réponse, c'était toxique partout. Si vous n'êtes pas toxique, ça va bien aller. Je suis parti après 1 an. Mais, tu sais, ça, c'était la vraie réponse. Tu vois, moi, j'ai tendance à sauvagement mentir puis dire c'est tous des contrats. Ben oui, des contrats à temps plein. Même quand c'était pas le cas. Oui, tu vois, ça, c'en est un. Pourquoi tu as quitté ton emploi? Ben, tu sais, je veux dire, t'as-tu vraiment envie de donner tous les détails de l'intimidation que tu as reçue, puis toute la patente? Voyons. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de dentelle au travers de la réponse. Peux-tu nous donner des références? Moi, Maurice, souvent quand les gens me demandent « Peux-tu nous donner ton nom comme référence » avec des anciens collègues avec qui j'ai travaillé, je dis tout le temps oui parce que j'aime ça aider. Hein? Puis je leur dis tout de suite « Je vais être honnête, là. Oui, c'est ça que je veux. OK, parfait. À partir de ce moment-là, c'est correct. Si on me demande de ne pas être honnête, c'est non. Mais j'aime pas ça, mentir. J'aime pas ça. Fait que je suis honnête, puis je dis que je n'étais pas son patron, puis que, tu sais, bon. Mais j'ai lu un article récemment dans lequel ça disait qu'il y a beaucoup, je me souviens pas des statistiques, j'ai pas retrouvé l'article, mais qu'il y avait une quantité incroyable de gens qui mettent simplement, genre, leur frère, leur conjoint comme référence, puis le gars se fait passer pour un ancien patron. De toute façon, qui est-ce qui va mettre ces mauvais patrons comme référence ou les gens qui l'ont mis à la porte? C'est mon problème, ça. Quand on me demande des références, j'ai comme 1, j'ai pas son numéro de téléphone, là. 2, ça fait 6 compagnies qui passent depuis la dernière fois. 3, moi, j'ai pas envie d'y parler, je veux pas qu'ils y parlent. Mais c'est bon, c'est pas tout le monde, puis j'ai quand même des patrons que j'aimerais que les gens parlent, mais tu sais, honnêtement, je préfère dire parle à mon partenaire, rendu là. Ah, mais ça, oui, ça, je l'ai fait assez souvent dans mes anciennes entreprises, de parler à mes partenaires. Ouais. Bon. Là, Maurice, on va changer de registre, mais on va aller dans quelque chose qui est un peu plus intéressant, parce que ça, tout le monde l'a vécu, puis souvent. C'est, elle a tendance à poser des questions, à penser que les gens vont nous répondre la vérité, mais tout le monde sait que tout le monde ment. Dans la gestion de projet, gestion des gens, OK? Ça m'est arrivé une fois, on m'a demandé, écoute, peux-tu demander à ton équipe combien de temps ça prendrait faire ce petit projet-là? OK? Fait que moi, je dis, OK, l'estimé d'une équipe, et je prends soin de dire estimé par définition, c'est aucune certitude. Sinon, ça serait une certitude de l'équipe. Hein? L'estimé est à peu près de 30 jours de travail, si on ne fait rien d'autre. Le lendemain, on me dit, parfait, vous avez jusque dans 1 mois pour faire ce projet-là. Je dis, hey! C'est parce que on a comme 4 projets d'empilés avant. Oh, mais là, j'ai déjà dit au client, là. Fait que n'importe quoi que vous donnez comme chiffre, c'est ce qu'on fait avec qui compte. Hein? Puis ce qu'on fait avec, c'est pas tout le temps super gentil. Hein? On s'approprie les estimés des gens pour faire avancer notre propre carrière, puis ça sera eux autres les blâmer de toute façon. Ouais. Moi, j'ai eu un petit peu l'inverse. Hein? Le patron qui demande à son équipe quand est-ce que ça va être prêt, puis l'équipe regarde ce qui vient d'être demandé, ils font « ouf ». À peu près 6 mois. Le patron dit « c'est absolument inacceptable. J'ai déjà promis au client que d'ici 3 mois, ça allait être fait, puis j'ai bien d'autres affaires à vous faire faire, fait que ça a intérêt à être plus bas que ça. Fait que votre estimé ne peut pas dépasser 2 mois. Ça va être prêt quand? » Qu'est-ce que tu veux faire, là? Fait que la vraie question, c'est combien de temps ça va prendre pour livrer ça dans 3 mois? Ouais, c'est ça. Tu sais, à cette époque-là, j'étais encore gestionnaire de l'équipe. Je veux dire, écoute, ça va prendre le temps que tu décides que ça va prendre. Maintenant, ça ne veut pas garantir que tu vas avoir quoi que ce soit à ce moment-là. Ouais. Mais bon, je n'ai pas gardé ce job-là super longtemps. Non, c'est sûr. Mais le fait est là. Ne pose pas la question si tu ne vas pas avoir la réponse. Là. Ouais, exact. Puis, en fait, souvent, c'est qu'on pose la question un petit peu pour se donner bonne conscience, mais c'est déjà décidé combien de temps ça va prendre. Le nombre de directeurs ou de présidents d'entreprise que j'ai vu me dire « mais ça, là, les estimés des équipes, tu as juste à leur dire non, à leur donner une contre-estimée, puis c'est ça qu'ils vont prendre. » Fait que c'est toute une négociation. C'est pas une négociation.
Ça veut juste dire que tu imposes des deadlines beaucoup plus courts que qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis tu vas avoir ce que tu vas avoir. Tu sais, viens pas te plaindre si tes affaires marchent pas, sont tout croches, sont pas à moitié faites, ou s'il va avoir 3-4 mois de retard. C'est ta faute. Ouais. Mais bon. Là, on va encore teaser, Maurice, le futur épisode qu'on promet depuis tellement longtemps sur la planification prédictive. Hein? Parce que, je veux dire, soyons honnêtes, là, il y a combien d'entreprises qui planifient sur 3 mois, 5 mois, 10 ans? Si, j'ai déjà vu ça 10 ans. Écoute, le standard, c'est planifié une fois par année parce que c'est là que les budgets Oui. sont associés. Puis quand c'est des gros projets, c'est du 3 ans, des fois 5. Ouais. Surtout dans des milieux technologiques où la technologie va changer aux 2 mois. Écoute, sans blague, là, je suis arrivé une année dans le bureau de quelqu'un, il dit déjà, je peux pas te parler, là, il faut que je donne des estimés de notre parc informatique pour les 10 prochaines années. Il y avait un taux de variance de combien? 3% ou 5%? Je sais pas, mais j'ai dit, tu passes vraiment 3-4 jours là-dessus. Il dit, j'ai pas le choix, je le sais que c'est de la bullshit mur à mur. Mais il faut que je donne un chiffre. Tu sais, honnête, je savais de vraiment m'acheter un jeu de tarot, là. Tiens, vas-y, man. Moi, mon chiffre préféré, c'est 32. 32. Tu sais, il y a... On n'est pas les premiers à pas se plaindre, mais à dénoncer le fait que, tu sais, soyons honnêtes, là, tout ce qui est estimé, ça sort des fesses du monde, là. Puis, moi, ce que je trouve super génial, c'est que dans les comités où il faut dire ça, les gens, ils vont te le dire. Tout le monde sait que c'est pas vrai puis ça va être en retard. Fais juste donner une date. Ouais, c'est Je ça. veux dire, pourquoi on fait l'exercice si tout le monde ment? Ouais. Tu sais, je demande à l'équipe dit 6 mois, fait que je fais x2. Ben, pourquoi tu le demandes d'abord? Tu sais, si tu donnes un chiffre arbitraire. Un autre que j'aime bien en milieu agile, c'est quand on utilise des story points. oui. Tu sais, à l'origine, les story points ont été faits pour arrêter d'avoir à donner du temps Des heures. à faire quelque chose. Fait que ce qu'on voit souvent avec des gestionnaires qui commencent à comprendre comment agile ça marche, c'est dire, hey, là, ils me font le 25 story points à toutes les semaines. Là, on va augmenter ça à 35 cette semaine. Ouais. On s'attend à ce que ça soit plus haut parce que veut pas, l'équipe s'améliore, n'est-ce pas? Ben, c'est ça. Fait que qu'est-ce que ça va faire? Ben, il y a une chose que ça va faire. L'équipe ne travaillera pas plus vite, ne travaillera pas plus fort, ne fera pas plus de travail. Il va juste augmenter ses estimés en story point. Voilà. J'ai déjà eu ça, hein, pour vrai, là. Que le client demande à ce que vous ayez une vélocité de 30. Oh, on va l'avoir. On a ajouté des points d'effort à tout, puis on faisait le même travail. C'est ça. Et c'est ça qu'il nous a demandé. Puis ça là, ça vient de pattern qu'on va voir, là, ce qui est mesuré, c'est ce que tu récoltes. Mm-hmm. Les gens vont faire ce qu'il faut autour pour que ce qui est mesuré soit récolté, puis que ça affecte pas trop leur vie, là. Soyons honnêtes. Eh oui. Dans la gestion, Maurice, il y a une autre dimension où c'est facile de tricher. La gestion du temps. Fais tes heures. Fais ta feuille de temps. Plus c'est important de faire la feuille de temps que faire les heures. Hein? Oui. J'ai déjà vu ça dans ma carrière à un certain moment donné. On se posait la question à propos des feuilles de temps pour une maudite bonne raison. On avait un nouveau système de gestion des feuilles de temps. Mm-hmm. Et moi, pour faire approuver les feuilles de temps de mon monde, j'étais gestionnaire, ça me prenait 5 à 6 heures par semaine. Parce que chaque fois qu'il y avait une exception, fallait que j'envoie ça au RH qui approuve, puis ça prenait du temps. Puis... Fait que j'étais allé voir mon patron, puis j'ai fait « Hey, pourquoi on traque le temps? » Parce qu'ils travaillent tout le temps sur le même produit pour le même client. Tout le temps. Ils font 40 heures. Fait qu'on a-tu besoin de savoir qu'ils font 40 heures pour le même client tout le temps? Il dit, c'est vrai, ça. On appelle les RH, puis on leur demande pourquoi il faut traquer le temps. Mais pour savoir les vacances et les congés. Si vous savez juste les vacances, les congés, êtes-vous content? Oui. Plus de feuilles de temps. Moi, j'ai vécu absolument l'inverse. Ah oui? Il y a longtemps, on faisait des séries de tests sur des logiciels. Oui. Et puis, il y avait plusieurs chiffres, 3 chiffres, jour, soir et nuit. Puis j'étais sur le chiffre de soir. Puis notre travail principal était de reprendre tout ce qui n'était pas fini, qui avait été commencé de jour, puis de le finir. Ce qui fait que notre vélocité de projet qu'on faisait de A à Z était très, très basse comparativement à ceux de jour qui finissaient pas, puis ceux de soir qui pouvaient repartir avec quelque chose à neuf. Pas de soir, mais ceux de nuit qui pouvaient repartir avec quelque chose à neuf. Ce qui fait qu'on a commencé à avoir des gestionnaires très, très pointilleux assignés à notre shift. Puis, on s'est fait te demander, à partir de maintenant, vous devez traquer votre temps à coup de 15 minutes. Ah, Seigneur. OK?
Mais là, c'est quand tu regardes ça, puis à la fin de ta semaine, ben tu as 1 heure de faire des feuilles de temps. Là, on s'est retrouvés en rencontre. Je dis là, vous allez nous arrêter ça. Ça prend pas 1 heure remplir une feuille de temps. Ben, je m'excuse, mais c'est à la grandeur de la semaine, à coup de 15 minutes, en disant quel projet on travaille, quel produit on travaille. Oui. Oui, mais on veut pas voir ça sur votre feuille de temps. C'est pas de la productivité. Mais vous nous demandez de le faire. T'sais, quand t'es rendu, c'est pas dire on va noyer ça dans des plages de temps de 3 heures. Là. Ça coûte 15 minutes. Là. Fait que, à un moment donné, tu fais juste finir par exagérer vu qu'il fallait qu'on l'enlève. Mais quoi d'autre on enlève? Ben, tout ce qui n'est pas être en train de travailler sur un projet. Mais le temps qu'on fasse tous nos setups pour travailler avec un projet, puis tout ça, ça change d'un à l'autre. Là. Puis des fois, on a des attentes qu'il faut qu'un autre élément soit fini. Ah non, ça, il ne faut pas que ça paraisse. À quoi ça sert de faire des feuilles de temps s'il faut que tu enlèves tout ce qui n'est pas de la pure productivité? C'est ça. On veut pas que ça paraisse. Ça veut dire mens-nous. Un autre exemple de ça, j'aime pas mentir, puis je suis un consultant. Hein? Fait que j'ai tendance à dire à mes clients, tu sais, quand ils ont besoin de moi à temps plein, c'est habituellement très temporaire, puis je le dis. Après ça, habituellement, 2-3 heures, des fois 4 heures, 5 heures, peut-être une journée, dépendamment de la taille de qu'est-ce qu'on a à faire, est suffisant pour mon temps. Alors, ça nous prend 40 de tes heures par semaine. Ben là, j'ai eu des clients où je marquais mon point en passant la vaste majeure partie de ces heures-là assis dans la cafétéria à attendre. Puis j'hésitais pas à leur dire. Puis tu les chargeais. Là. Ben oui. Cette semaine, j'ai travaillé 4 heures pour vous autres, puis le restant, j'ai attendu. Parce que vos équipes, ben, ils n'ont pas le temps de me parler. Ils sont en train de travailler. Là. Puis ça va bien. Vous n'avez pas besoin de moi 40 heures semaine. Ah, on te veut là pareil. Fait que dis-nous qu'est-ce que tu as fait là, sur ta feuille de temps. Puis, assigne-toi à des projets qu'on sache qui facturer. Fait que le projet attendre, c'était un client qui payait ça? Oh oui, ça a toujours été des clients. Je vais beau à le dire, ben choisissez vous autres mères. Ah non, ben c'est toi qui le sais. Je le sais pas, je fais rien. T'es pris pour être malhonnête parce qu'ils te laisseront pas être honnête. Ouais. C'est... Tu sais, quand on avait retiré le concept de feuille de temps, j'avais un gestionnaire, moi, qui... comment dirais-je? Il était cool parce qu'il me challengeait beaucoup, j'aimais ça. Il était cool, il me challengeait beaucoup, mais disons qu'il avait beaucoup moins foi en l'être humain que moi. OK? Fait que lui, il était complètement opposé à ce qu'on enlève les feuilles de temps. Ils vont nous mentir puis nous voler du temps, genre, d'une manière épouvantable. J'ai dit, hey, entre toi puis moi, là, OK, on n'ouvre pas la feuille de temps, là. OK? Tu sais-tu qui c'est qui fait pas tout son temps en ce moment? Il dit, oui, je le sais. C'est-tu parce que tu étais voir son temps ou c'est parce que tu le voyais arriver en retard puis partir plus tôt? Bon, mais le problème, il est là qu'il faut le régler. C'est pas dans la feuille de temps, le problème. Puis tu sais, ce que j'ai fait avec mon équipe, j'ai regardé, là, mais j'ai pas dit ça comme ça, mais j'ai travaillé autour de ce concept-là, c'est qu'un système informatique, c'est vraiment facile à déjouer. Parce que t'as pas vraiment un sentiment de relation avec un système de feuille de temps. T'sais. En fait, tu l'as, c'est ça ta relation. Fait que tu te sens pas mal de mentir sur tes feuilles de temps. T'sais. Puis des fois, tu mens en voulant faire le bien, là. Okay, j'ai déjà vu du monde faire, j'ai fait 46 heures, là, mais je sais très bien que ça enverrait une notif, il faudrait que ça soit approuvé. Fait que j'ai mis 40, là. Je vais le reprendre un jour peut-être. Fait que c'était même au détriment des gens. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est t'as pas une relation de fidélité envers un système informatique, mais t'as une relation de fidélité envers ton équipe puis ton employeur. Ouais. Fait que ce qu'on leur a dit, c'est regardez, on va enlever les feuilles de temps. Ce qu'on vous demande, c'est d'être honnête avec vos collègues et avec nous. Puis si vous ne l'êtes pas, on va s'en rendre compte. Puis ça fait plus mal que quand tu n'es pas honnête avec une feuille de temps. Fait que, puis honnêtement, on a vu les gens qui étaient beaucoup plus, je dirais pas sur la coche en termes de ponctualité, mais on voyait que l'effort était plus là à partir de ce moment-là. Moi, j'ai connu, ils ont travaillé avec des punchs. C'est des marque-temps, tu punch in le matin puis tu punch out le soir. Ça veut dire que tu es sur place puis tu travailles. Là, il y a plein d'affaires à sortir de ça. Hein? D'abord,
ça veut pas nécessairement dire que tu vas avoir une journée qui va être productive ou que tu vas faire quoi que ce soit. Dans une de ces entreprises-là, hein, les gens arrivaient à l'heure, puis partaient à l'heure, puis se retrouvaient dans des rencontres toute la journée. Il y avait tellement de salles de rencontres dans ce campus-là que souvent les gens allaient disparaître. J'ai vu du monde jouer à des jeux de société. J'ai vu des gens en rencontre avec eux autres mêmes pendant la moitié de la journée, tout simplement parce qu'il n'y avait pas envie de travailler ou il n'y avait rien à faire. Fait que, il allait se cacher. Mais les heures étaient punchées. Dans un autre endroit, le patron enlevait 10 minutes de nos journées le matin puis 10 minutes le soir parce qu'il disait ben, ça vous prend du temps à vous préparer puis à rentrer puis à vous préparer pour partir. Fait que les gens ont commencé à puncher 10 minutes plus tôt puis puncher 10 minutes plus tard. Puis là, le patron était pas content parce que ben là, ça rentre plus puis le syndicat est en train de dire qu'il faut qu'on vous paye pour ce temps-là. Ben, j'espère bien. C'est quoi cette affaire? Dans ce genre de système-là, t'arrives et t'es un petit peu en retard ou il se passe quelque chose puis tu punches pas le matin parce que t'as oublié, t'es pas payé. C'est ça. J'ai vu des endroits où les employés devaient faire du temps supplémentaire. Le patron demandait qu'ils restent un petit peu, mais le patron les a punché out, tout le monde. Parce que, ben, tu sais, parce qu'il n'y avait pas le temps d'aller faire ça par eux autres mêmes. Puis, dans le fond, il nous a demandé un service. Il ne nous a pas dit l'entreprise demande est-ce que vous restiez plus longtemps puis on va vous payer. Il a demandé un service personnel. C'était volontaire, c'est non gentil. Oui, puis il est tellement fin qu'il a été punché out tout le monde. C'est le genre de choses qu'on voit régulièrement. Là. Puis des histoires d'horreur qu'on va entendre souvent aussi. Donc, dans le fond, la gestion des horaires, là, ça serait plus facile si les gens étaient payés au résultat. Hein? Parce que quand tu punchais une punch-out, je veux dire, moi j'ai vu du monde faire 40 heures semaine ce qui parlait avec du monde toute la semaine. Ouais. Mais il était payé pour être là 40 heures. Il était là 40 heures, il était payé. Oui, je me rappelle d'un contrat que j'ai eu il y a très très longtemps, puis peut-être que ces gens-là nous écoutent aujourd'hui, ça serait super drôle, où mon contrat s'est fini beaucoup plus vite. Ben pas mon contrat, mais mon travail dans le contrat s'est fini beaucoup plus vite que prévu. Fait que comme il y avait encore du budget à brûler, ben ils m'ont gardé pour faire plein d'autres choses. Puis habituellement, le jeudi, je recevais l'ensemble du travail que tout le monde avait à faire pour le vendredi, tout le département. Parce qu'eux autres, ben écoute, ils venaient le matin, puis ils repartaient tout de suite après. Il y avait des commissions à faire, où ils allaient faire du ski ou quelque chose comme ça, puis je faisais essentiellement le travail du département en une demi-journée parce qu'on me disait, ben, écoute, on va te signer ta feuille de temps là, pour toute la journée, puis tu pars quand tu auras fini. Je partais à midi des fois. Hey, ce monde-là, il n'y avait pas tant de travail que ça à faire. Hein? Surtout que le restant de la semaine, la plupart des choses qu'ils faisaient, c'était être à côté d'un bureau ou un autre puis à parler. Ben, ça nous enligne vers le dernier sujet, Maurice. Hein? La dernière dimension du travail où ce que le plus de mensonges, c'est sur la valeur du travail. Oh. Ta job est-tu importante? Oh, oui, là. Puis, bullshit. Avant de nous dire oui, mais c'est parce que moi, ma job est réellement importante, je le sais. À chaque fois qu'on parle de bullshit job, il y a au moins une douzaine d'entre vous autres qui m'écrivent pour venir me justifier leur travail. Mais dans la justification du travail, je me sens obligé de demander, t'es-tu sérieux ou tu y crois vraiment? Là? Tu sais, je veux dire, quand tu décris ton travail pour te justifier, puis ça sonne comme de la bullshit. Ce que tu décris est quelque chose d'absolument inutile qui apporte zéro valeur. Ton travail, c'est de la bullshit. Mais les gens essaient de se convaincre eux-mêmes. Là. Ben oui. C'est ça. Je sais. T'sais, on se ment beaucoup à soi-même par rapport à la valeur de notre travail. Yep. Et je dis, c'est nous aussi, là. OK? Regarde, c'est tout le monde. On l'a déjà dit, hein? C'est pas 100% d'une job qui est bullshit souvent. Il y a une partie... Hein? Des affaires qu'on vous a demandé parce qu'on l'a toujours faites. Ouais. Hein? Puis, tu sais, le truc qu'on dit nous autres pour voir si ça a de la valeur vraiment, c'est bien, faites-le pas une couple de semaines, voir qu'est-ce qui arrive. Ça peut être un risque, là, soyons honnêtes. Puis des fois, votre job peut être essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisation et être quand même de la bullshit. J'ai un bel exemple pour ça. Il était une fois un directeur de département tellement occupé qu'il y avait 3 ou 4 rencontres d'épais à tous les moments de la journée. Donc, il y avait une assistante personnelle que son travail était de s'assurer que lui sache dans quelle prochaine rencontre aller. C'est-à-dire que l'assistante personnelle qui n'avait aucune compréhension de pourquoi il allait se faire demander dans une rencontre ou une autre devait décider dans lesquelles il allait se pointer. Le problème avec tout ça, c'est que c'était un directeur qui disait « Toute décision doit passer par moi ».
personne d'autre a l'autorité de décider quoi que ce soit. Ah, Mais lui, c'est- il n'a pas une bullshit job, en tout cas. Ben non. Toute la compagnie repose sur ses épaules. C'est pas Tout. dangereux, là. Mais il était aussi occupé parce qu'il y avait des patrons, puis il allait jouer au golf régulièrement, puis donc, il pouvait pas tout le temps être à toutes les rencontres, fait qu'il devait choisir, ce qui est tout à fait logique, à part pour le fait que c'est lui qui décide absolument tout. Donc, cette pauvre dame-là, qui savait qu'il y avait une job cruciale pour le fonctionnement de l'entreprise, Ouais. mais qui comprenait pas qu'est-ce qu'elle faisait, parce que ça n'a jamais été sa job, c'était pas son métier, c'était, tu sais, il y avait 5-6 corps de métier qu'elle devait gérer, puis prioriser sur qui pouvait parler au patron ou pas. Des fois, il y en a certains qui venaient puis qui plaidaient avec elle. Écoute, on a vraiment besoin d'avoir cette décision-là qui soit prise. Qu'est-ce que tu peux faire? Au point où, tu sais, elle finit par dire, ben écoute, teste pour savoir, commence à charger. Hein? Au pire, allez, tu vas te remplir les poches puis tu vas pouvoir partir à ta retraite vraiment vite. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui auraient été prêts à payer parce qu'ils étaient complètement bloqués puis ils n'arrivaient pas à avoir 2 minutes avec le patron. Tu sais, sa job à cette dame-là était 100% bullshit. Parce qu'elle ne produisait absolument rien. Puis si elle était pas là, probablement que la business pourrait aller mieux. Ben, il aurait fallu changer la façon de gérer les horaires du patron, mais même si ça avait été par hasard de se pointer à une rencontre plutôt qu'un autre, les chances sont que ça n'aurait pas été pire que ce que c'était. Ouais. Fait Pauvre que- madame, pareil, parce qu'elle avait de la pression en tabarnouche pour prendre des décisions au hasard qui auraient un gros impact sur l'entreprise. Puis ça pourrait jamais être sa faute, mais elle pourrait être blâmée. C'est terrible Elle comme était job. régulièrement blâmée. C'est terrible. C'est terrible comme job. Puis beaucoup d'entre vous, c'est ça que vous avez. Il y en a que la bullshit job, c'est « Ah ben, je suis absolument essentiel pour l'entreprise parce que si je suis pas là, tout ce pan de connaissances-là disparaît. » Ça, c'est parce que toute l'information doit passer par vous autres puis vous vous assurez de ne pas être redondant. Ou vous êtes le dernier rempart d'avoir l'information sur tel système. Là. D'une façon comme d'une autre, vous êtes juste un danger pour l'organisation. Puis si vous êtes un danger pour l'organisation, vous avez une job bullshit. Ouais, si on vous garde juste au cas où vous partiriez. Si vous vous assurez que si vous partez ou bien que quelqu'un vous aide à partir, la place s'écroule, bullshit. Si vous ne produisez aucune valeur, bullshit. Donc, vous avez beau vouloir vous mentir autant que vous voulez, puis vous assurer que tout le monde autour de vous embarque dans le même mensonge, maintenant, il faut être honnête envers soi-même. Là, on parle de la valeur du travail, mais j'en ai une autre, moi, qui apporte beaucoup de mensonges. En fait, c'est l'incarnation du mensonge dans le travail, souvent. C'est les valeurs dans le travail. Hein? ouais. On a parlé souvent, les belles valeurs sur le mur derrière le réceptionniste. Nous, en tant Hein? qu'entreprise, notre première valeur, c'est l'honnêteté. Ouais, et la transparence. Oui. Ouais. Qui a fait le comité là, pour sortir ces valeurs-là? On peut pas te le dire. C'est confidentiel. C'est des consultants. Ils payent très cher. Mais ça, c'est très souvent. C'est pas pour rien que les gens sont cyniques souvent. Hein. C'est qu'ils se font rentrer dans la gorge plusieurs fois par année à chaque keynote. Hein. À quel point les valeurs sont importantes. Puis ils voient ces valeurs-là être piétinées à longueur d'année. Nos clients sont au cœur de toutes nos décisions. T'as du temps à facturer? Facture-le à ce dude-là. Ah ouais. On lui a dit que ça allait être prêtant, mais je veux dire, on sait qu'on va être 3 mois en retard, mais tu sais, c'est correct, il a payé maintenant. Après ça, il va être patient, il n'y aura pas le choix. Comme on parlait des feuilles de temps tantôt, hein? Ouais. Assurez-vous d'être 95% facturable. Fait que tous les trucs que c'est, tu sais, maintien de vos affaires, le kit, cherchez à quelqu'un. Mais nos clients, c'est notre priorité. Et, en fait, tu sais, très souvent, c'est nos employés sont notre priorité. Puis, à un moment donné, un peu avant Noël, on met 900 personnes dehors par Zoom. Ces maudits-là, là, vous irez voir le site web. Ils se pètent les bretelles à dire combien sont humains. Ben là, OK. Better.com, allez voir. C'est quelque chose. Fait que, tu sais, ce genre de valeurs-là, si c'est pas des guides décisionnels au quotidien, c'est de la bullshit. Point barre. Je veux dire, tu peux dire que tu es transparent. OK? Nous, la transparence, première valeur. Mais la transparence, ça va dans les deux sens. Hein? Ben, Habituellement, ouais, c'est ça. ça veut pas dire... On veut que tu nous le dises si tu fais juste de la merde comme travail. Je veux dire, ça va dans les deux sens. Il faut que vous dites c'est quoi les objectifs. Il faut que vous dites comment est-ce que la place est gérée. Il faut que vous dites comment est-ce que l'argent est attribué. Il faut que vous soyez transparent. l'innovation est au cœur de notre entreprise. Mais fais pas une initiative sans nous le dire. sans nous demander la permission. Ouais.
On a fait pas mal le tour des dimensions dans lesquelles on va trouver les mensonges dans le travail. Et là, comme d'habitude, on a 3 trucs. On se mentira pas, hein? Ouais. Les trucs sont limités parce que vous avez le choix entre avoir une job puis être honnête. C'est ça. Fait que les trucs, on va dire, ils sont là, mais ils sont un peu faibles. Parce que ça peut être risqué. Mais le premier, puis c'est pas la première fois qu'on le dit, bien honnêtement, en premier lieu, vous voulez ne pas vous mentir à vous-même. Mm-hmm. Fait que faites votre boussole. OK? On a un épisode là-dessus, la boussole pirate. Hein? Puis ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qui est important pour vous, puis comment le mettre de l'avant. OK? Puis comment utiliser ça pour faire du storytelling, puis que les gens comprennent qu'est-ce qui est important pour vous. Parce que, puis ça c'est le deuxième truc, là aussi, là, soyez honnête avec vous-même d'abord. T'sais. À quel point est-ce que vous vous laissez marcher dessus ou pas au travail? Parce qu'à un moment donné, on peut l'excuser longtemps. Hein? Combien de fois on a pris une bière avec des gens puis qui nous disaient à quel point ils étaient malheureux, puis finalement, quand on leur disait, quand est-ce que tu vas faire quelque chose? Ah, mais je vais leur donner la chance. Donner la chance aux coureurs. Ouais, ça fait juste 10 ans que c'est comme ça, puis il n'y a rien qui a jamais changé, à part empirer un petit peu plus. Peut-être que, pour une raison quelconque, un jour, quelqu'un va s'en apercevoir. C'est ça. Fait que si vous avez fait votre boussole, puis que vous réussissez à être honnête avec vous-même, à une manière, vous allez être capable de tirer un trait dans le sable, là, puis à partir de ce moment-là, ça passe plus. S'il y a une entreprise, n'importe quelle entreprise qui vous demande de mentir ou qui vous ment, demandez-vous, est-ce que vous avez envie de travailler pour elle? Ça va prendre combien de temps avant que vous allez vous faire avoir complètement? Ou que l'entreprise va planter à cause qu'ils ont menti à mauvaise personne? Oui. OK? Ils sont pas toutes parfaites. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. Oui. C'est rarement quelque chose de parfait, mais demandez-vous... Moi, en tant que personne, je suis capable de dormir sous mes 2 oreilles en travaillant de cette façon-là ou en travaillant pour ces gens-là. C'est pas un bon truc, là. Ce qu'on vous dit, c'est, écoutez, attendez pas de commencer à dire non, à partir d'aujourd'hui, je vais dire la vérité puis de vous faire mettre dehors. Et plutôt, demandez-vous est-ce que j'ai envie de continuer à mentir puis je devrais peut-être commencer à regarder ailleurs. Je devrais peut-être commencer à regarder pour aller mentir ailleurs. Oh. Un autre truc, puis je sais que c'est pas facile. Hein? Quand vous êtes pris dans un environnement qui est comme ça, c'est difficile de s'en sortir. Puis, quand la culture du mensonge est tellement forte, à un moment donné, est-ce que tu te dis, faut-tu que j'en parle à mon patron? Ouais. Ça peut être dangereux. Fait que le troisième truc que j'ai pour vous, c'est, essayez de trouver quelqu'un en qui vous avez confiance. Puis c'est pas obligé d'être votre patron, en fait. C'est pas obligé d'être un patron. Mais moi, la chose que j'ai trouvée la plus pratique puis délivrante quand je sentais que je vivais dans une aura de mensonge, là, c'est que je suis allé voir un autre patron qui n'était pas le mien, en qui j'avais confiance, puis une fois par semaine, on allait s'enfermer 1 heure. Ça a fait tellement du bien de me rendre compte qu'il y avait quelqu'un qui comprenait ce que je vivais, que ça faisait 20 ans qu'il faisait ça, hein, fait qu'il il y en a vu d'autres, puis qui m'a aidé à naviguer là-dedans, dans cette espèce de politique malsaine qui existait, pas juste dans l'entreprise où j'étais, dans d'autres entreprises aussi. Je veux dire, il y en a qui ont vécu, c'était leur carrière, hein, de naviguer à travers ça. Ben oui. Mais, tu sais, oui, peut-être que ça peut aider, mais à quelque part, demandez-vous, hey, je travaille dans un endroit complètement toxique où le mensonge est roi, mais je suis chanceux, j'ai trouvé quelqu'un à qui en parler. Oui. Ça change pas le fait que vous travaillez dans un endroit toxique où le mensonge est roi. Non. Fait que demandez-vous, c'est ça que vous voulez au fond. Mais l'idée derrière le truc, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Essayez de trouver quelqu'un qui le vit. Peut-être que vous allez être capable de changer quelque chose. Moi, j'ai changé une couple d'affaires avec ça, quand même. OK. Puis, je suis plus là aujourd'hui. C'est ça. Fait que c'est ça. Le monde du travail est malheureusement dominé par beaucoup de mensonges. Ah, il y a des affaires qu'on a oubliées, genre... Quoi? Comment pointer le doigt vers quelqu'un d'autre, comment protéger ses propres fesses quand vous savez très bien que vous êtes coupable. Ou quand vous savez très bien que vous n'êtes pas coupable, vous êtes juste au milieu de tout le shitstorm parce que le contexte a été fait pour que vous échouiez. Dans ce temps-là, votre 40 heures sert essentiellement à couvrir vos arrières. Ben c'est ça, on voit ça souvent. Des fois, la demande est irréaliste, des fois, le timeline est irréaliste, puis tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer de ne pas être blâmé pour l'échec qui s'en vient, plutôt que de faire le travail pour permettre un semblant de réussite.
Donc ça, c'est toutes des affaires. On en a passé pas mal, mais vous comprenez le principe, là. Ouais. Là, on vous mentira pas. Au moment d'enregistrer, en ce moment, on est en décembre, mais l'épisode sort en début de l'année janvier. Ouais. On a atteint le 1000 followers sur YouTube. Merci beaucoup. On est contents. Oh, les 5. Maintenant, on va commencer à vous acheter à propos du 2000. Fait allez vous abonner si ce n'est pas fait. Il y a encore la moitié du monde qui nous regarde. Un petit peu moins que la moitié. Ouais, Qui nous 40% regarde, maintenant. qui ne sont pas inscrits. Ça fait pas mal, hein? Vous allez juste avoir nos vidéos en évidence quand ils vont sortir, là, that's it. Puis vous n'êtes pas obligé de les écouter tout de suite. On a encore plein de gens qui écoutent ils ont des vidéos qu'on a enregistrées il y a des mois, voire au-dessus d'un an. À l'époque, on n'avait pas de costume. Eh oui. Ben là-dessus, mes chers, on va souhaiter un bon début d'année. Puis, mentez-vous pas trop. Vous allez voir, des fois, ça fait du bien. Moi, j'ai pris comme résolution Ah ouais? cette année de faire de l'exercice au moins 3 fois par jour. Mensonge! Ben écoute, quitte à me mentir à moi-même, aussi bien que j'exagère comme il faut. Moi, j'ai pris comme résolution de te faire de l'exercice au moins 3 fois par semaine. Oh. Ah. Les pirates. À très bientôt et bonne année. Bye bye. À la poudre! À l'abordage! Ah!